Salut la rugbysphère. On commence cette nouvelle année en vous adressant nos meilleurs vœux. Et on voulait aussi vous remercier sincèrement d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On vous invite à continuer à vous abonner à notre chaîne, à liker et à partager nos vidéos. Ça contribue grandement à mettre nos contenus en valeur. Merci beaucoup à vous tous. Il y a eu une époque où l'argent ne coulait pas à flot dans le rugby. En France, un des premiers transferts qui avait fait du bruit était la mutation de Richard Dourte à Béziers en 2000. La somme payée par Loulou Nicolin pour s'offrir les services de l'international français était importante pour l'époque, puisque l'on parlait d'environ 1 million de francs, soit 150 000 euros, pour libérer le joueur de son contrat avec l'US Dax. Avant les années 2000, les différents championnats domestiques étaient disputés quasiment uniquement par des joueurs locaux. Il y a toutefois eu des exceptions, car certains, dont des pointures, ont tenté leur chance à l'étranger. Bienvenue dans la première partie des explorateurs du rugby. On commence avec Laurent Cabane. Rémois d'origine, il connaît le rugby de haut niveau à Pau, puis se laisse embarquer dans les valises de Papa Rambourg lorsqu'il part pour le Racing. Il porte pendant 10 ans les couleurs du club parisien. Après la Coupe du Monde 95, il ne rentre pas en France et reste en Afrique du Sud pour une pige, le temps d'un été, avec la Western Province. Après 10 ans en ciel et blanc, il s'autorise enfin à sortir du cadre, sortir de la boîte, pour vivre ce dont il avait envie. Un rugby fait de voyage, de découverte et d'ouverture d'esprit. Il repasse brièvement par le Racing avant de profiter des premiers contrats professionnels offerts par les clubs anglais. Il peut ainsi faire du rugby son métier, tout en découvrant d'autres cieux qui lui plaisent davantage. Il joue 2 saisons avec les Harlequins et prendra sa retraite après une ultime année avec Richmond. Plus qu'un explorateur, Frano Botica est un baroudeur doublé d'un touche-à-tout. Il commence le rugby à 15 avec North Harbour en Nouvelle-Zélande. Il endosse la tunique à la fougère 27 fois et dispute 7 test-matchs avec les All Blacks. En 1988, il s'enrôle avec Saint-Lary en France, puis l'Aquilia en Italie. Il passe au rugby à 13 en 1990 en Angleterre et en Nouvelle-Zélande. Il revient à 15 en 1998 avec North Harbour, puis Castres, Biarritz, puis retourne à North Harbour et termine sa carrière à l'US Tour après avoir disputé quelques matchs sous les couleurs de la Croatie. Ouf, Frano, tu nous as donné le tournis. Avec 61 matchs pour la Nouvelle-Zélande, dont 57 fois en tant que capitaine, le flanqueur Graham Murray est reconnu comme étant l'un des meilleurs capitaines qu'aient connu les All Blacks. En 1977, curieux de découvrir la culture française, il propose ses services au club de La Rochelle. Mais les joueurs du stade Rochelais, refusant qu'il prenne la place d'un joueur du cru, s'opposent à son transfert. Gérard Krotoff, le président du PUC, qui joue alors en groupe B, saute sur l'occasion et réalise le coup du siècle en enrôlant Graham Murray pour une saison. Le même Gérard Krotoff, qui maîtrise parfaitement l'anglais, noue des contacts à travers le monde entier. Il promeut les bons côtés de la vie parisienne, l'esprit estudiantin du PUC et met en avant l'ambiance délurée qui règne au sein de son club. Grâce à ça, et même si les Violets évoluent en groupe B ou en deuxième division dans les années 70 et 80, il parvient à tirer des grands noms du rugby. Ainsi, le troisième ligne centre Andy Ripley, 24 sélections avec l'équipe d'Angleterre, s'engage au PUC pour 2 ans, entre 73 et 75. Il aura tellement de mal à quitter l'effectif parisien qu'il multipliera les allers-retours entre la France et l'Angleterre, jouant en première division anglaise les samedis et en deuxième division française les dimanches avec le PUC. Le talonneur Ken Kennedy, monument du rugby irlandais avec 45 sélections et 11 tournois disputés, cédera aux mêmes sirènes et portera également le maillot puckiste. Un peu plus tard, entre 1982 et 1984, le jeune pilier Ewen Mackenzie se joindra également à la bande à Krotoff. Mackenzie deviendra par la suite le pilier le plus capé d'Australie et remportera le titre de champion du monde 1991. Le troisième ligne sud-africain Nick Mallett, qui a remporté 4 Currie Cup d'affilée entre 82 et 85 et glané 2 sélections avec les Springboks, a très tôt montré son intérêt pour les fonctions d'entraîneur. Le club italien de Rovigo lui offre l'opportunité d'exercer un poste d'entraîneur-joueur dès 1984. L'année suivante, il rejoint le club jurassien de Saint-Claude en groupe B
avec les mêmes fonctions. Il reste 5 ans en Franche-Comté, où il tient un bar. Il s'occupe ensuite du club de Boulogne-Billancourt pendant 2 ans, avant de retourner en Afrique du Sud. On va en rester sur Nick Mallette pour aujourd'hui, et on vous donne rendez-vous samedi prochain pour le deuxième volet de la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à faire claquer un pouce si vous avez aimé la première partie. À la semaine prochaine!